Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau cours de notre thème 2, habiter un espace de faible densité, et de notre séquence 1, habiter un espace à forte contrainte naturelle et ou de grande biodiversité. La première des choses que nous allons faire aujourd'hui, c'est de corriger l'exercice que je vous avais donné à faire mardi, c'est-à-dire le croquis. Alors, en ce qui concerne les couleurs, je ne vais pas revenir dessus, puisque tout simplement elles se trouvent dans votre livre. Donc si vous aviez une question par rapport aux couleurs, vous n'avez qu'à reprendre la page de votre manuel, la page 181. En ce qui concerne les titres maintenant, donc souvenez-vous, il y avait une première catégorie de figurés qui regroupait la steppe et les montagnes, et une deuxième catégorie de figurés qui regroupait l'habitat nomade et les troupeaux. Si on regarde bien, donc, souvenez-vous, la steppe, c'est un vaste espace couvert d'une végétation très pauvre, et les montagnes, j'ose espérer que je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. L'habitat nomade, rappelez-vous, ce sont les habitations, les yourtes, que utilisent nos fameux nomades mongols, et dont ils se servent pour vivre, qu'ils peuvent transporter parce qu'ils sont facilement démontables. Et les troupeaux, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer de quoi il s'agit. Vous deviez donner un titre, soit les contraintes, soit les adaptations humaines. Alors souvenez-vous de ce que c'est une contrainte. Une contrainte, c'est une pression effectuée, en l'occurrence, par un milieu, par un habitat, par un espace dans lequel on vit, et qui nous oblige à agir d'une certaine manière, ou qui au contraire nous empêche d'agir d'une certaine manière. En l'occurrence, ici, c'est la steppe et les montagnes qui sont des contraintes naturelles, puisque la steppe avec sa végétation pauvre, ça oblige les nomades mongols à vivre d'une certaine manière, à agir d'une certaine manière, ça les empêche aussi d'être sédentaires. Alors, depuis, il y a une certaine partie des habitants de la Mongolie, des nomades mongols, qui se sont sédentarisés. Souvenez-vous, être sédentaire, c'est le contraire d'être nomade. Être sédentaire, c'est habiter toujours au même endroit. Par exemple, vous êtes des sédentaires. Vous ne vous déplacez pas continuellement dans la nature pour trouver un nouvel habitat en vous déplaçant par rapport aux saisons, par rapport à la végétation et à la nourriture. Les montagnes aussi, ce sont des contraintes, puisqu'on ne peut pas construire comme on veut, il y a la pente, il y a l'altitude, ça crée des contraintes naturelles, ça empêche d'agir d'une certaine manière, ou plutôt, ça oblige à agir et à vivre d'une certaine manière. Et donc, la deuxième catégorie, l'habitat nomade et les troupeaux, ce sont les adaptations humaines. Rappelez-vous, c'est quelque chose que je vais répéter encore plusieurs fois dans cette séance, l'être humain, face à une contrainte, il a deux possibilités. Soit il adapte son mode de vie, c'est-à-dire qu'il s'adapte, il change sa manière de vivre, ou alors il transforme son espace et son habitat. C'est le cas des yourtes, c'est une adaptation, et les troupeaux, c'est une forme d'adaptation, de ne pas faire un élevage fixe, mais d'avoir des troupeaux qui se déplacent. Ceci ayant été dit, nous pouvons passer à la mise en perspective. Cette mise en perspective, ça sera notre leçon 2. Donc maintenant, c'est comme si on dézoomait. On a fait une première étude de cas sur les nomades de Mongolie. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu ailleurs, toujours dans notre thématique, c'est-à-dire sur les espaces de faible densité avec une forte contrainte naturelle et ou une grande biodiversité. Et on va voir un petit peu comment ça se passe ailleurs. Toujours pour mettre en perspective. Pour commencer, nous allons noter le titre de la leçon 2 en vert, comme d'habitude, et le titre est le suivant: Comment les habitants transforment-ils ou s'adaptent-ils aux espaces à forte contrainte? Comment les habitants transforment-ils ou s'adaptent-ils aux espaces à forte contrainte? Avant de poursuivre notre séquence, j'aimerais qu'on revienne sur une notion
celle de densité. Je vous ai dit, c'est quelque chose que vous avez probablement déjà vu en physique-chimie par exemple ou en technologie. La densité par exemple d'un produit, c'est la fameuse question qu'on pose souvent. Qu'est-ce qui est le plus lourd? 1 kg de plume ou 1 kg de plomb? Alors je vous rappelle, il n'y a pas de différence, 1 kg c'est 1 kg. Cependant, le kilo de plomb va prendre beaucoup moins de place. Pourquoi? Parce qu'il est plus dense. C'est-à-dire qu'on va retrouver beaucoup plus de matière concentrée dans un espace. Lorsqu'on parle des populations, c'est le même principe. Notre unité de mesure, c'est généralement le kilomètre carré. C'est-à-dire, on prend un carré qui fait 1 km sur 1 km. À l'intérieur de ce carré, on va compter les habitants et on va regarder combien il y en a. S'il y a peu d'habitants dans notre carré d'1 km de côté sur 1 km de côté, alors on dira que la densité est faible. Si en revanche on a de nombreux habitants dans notre carré d'1 km sur 1 km, on dira alors que la densité est élevée. Comparons la densité de population en France par rapport à celle de la Mongolie. En France, en janvier 2019, nous étions environ 65 millions d'habitants. On compte toute la France, donc y compris les DROMCOM, c'est-à-dire les départements et régions d'outre-mer et les communautés d'outre-mer. La densité de population s'élève donc en moyenne à 105 habitants par kilomètre carré. Et ça varie beaucoup. Si on prend par exemple la densité de population en Guyane, on sera à 3,6 habitants au kilomètre carré. En revanche, si on prend la densité de population à Paris, on est à 20 000 habitants au kilomètre carré. Maintenant, reprenons le cas de la Mongolie. Souvenez-vous, la Mongolie est 2,5 fois plus grande que la France. Pourtant, la densité de population est beaucoup plus faible. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement 3 millions d'habitants sur toute la Mongolie. Et en plus, on regarde, il y a la moitié de la population qui vit à la capitale, à Oulan-Bator. Ça veut donc dire que le reste a une densité de population extrêmement faible. Ça nous amène pour tout le territoire de la Mongolie à environ 2 habitants au kilomètre carré, c'est-à-dire 50 fois moins que la France. Voilà pour ce qui est de la densité de population. Je souhaitais revenir là-dessus pour que ce soit clair pour tout le monde. Prenons l'exo 1, c'est-à-dire les hommes habitent des espaces à forte contrainte. J'aimerais que vous preniez les pages 186 et 187 de votre manuel. Et j'aimerais que vous fassiez la liste des différents types d'espaces à contrainte. Vous avez des illustrations à chaque fois. Faites-vous la liste dans votre tête des différents types d'espaces à contrainte. Je vous laisse 2-3 petites minutes pour observer ce schéma. On voit donc un premier type d'espace à contrainte, c'est le relief. Quelles sont les contraintes du relief? C'est la pente et l'altitude. L'altitude, chez l'être humain, ça change un petit peu le métabolisme. Par exemple, si on est dans une altitude élevée, vous savez que le taux d'oxygène sera plus bas. Or, vous savez que l'oxygène, pour notre corps, c'est l'un des principaux carburants pour faire fonctionner notre corps. Ça veut donc dire que moins l'oxygène sera élevé dans l'air qu'on respire, plus ce sera difficile pour nous de vivre. Alors notre corps va devoir réagir en produisant par exemple plus de globules rouges. Vous savez, les globules rouges, ce sont ces petites cellules qui se trouvent dans votre sang et qui servent à déplacer l'oxygène à l'intérieur de votre sang et donc de tout votre corps. C'est pour ça, par exemple, que certains sportifs, avant des grandes compétitions, ils vont, par exemple, s'entraîner dans des villes très élevées, par exemple à Mexico, ou dans des centres d'entraînement qui sont en altitude, pendant quelques mois. Au début, c'est difficile, et puis après, le nombre de globules rouges qu'ils ont dans le sang va augmenter, puis après, ils vont aller directement à la compétition avec un taux de globules rouges élevé. C'est aussi compliqué d'y accéder quand il y a de l'altitude.
Ça veut dire que on doit faire un chemin, c'est compliqué, surtout aujourd'hui où on cultive pas forcément tout sur place, on n'a pas tout sur place, on est obligé de faire importer des choses. À ce moment-là, l'altitude devient une contrainte naturelle qui fait que on aura une densité de population souvent plus faible. Alors, si on prend le cas de Mexico, par exemple, c'est pas le cas. L'altitude ne fait pas que la densité de population est faible. Au contraire, Mexico, si vous vous souvenez, on avait étudié ce cas dans notre première séquence de l'année en géographie et on avait vu que la population est extrêmement élevée. C'est une des villes les plus peuplées du monde. La pente est aussi une contrainte naturelle puisqu'on ne peut pas construire comme on veut sur une pente. On ne peut pas non plus cultiver comme on peut. Mais après, il y a aussi des moyens de pallier ce problème. Si vous regardez des exemples dans des pays comme le Chili, où il y a la cordillère des Andes, qui est une chaîne de montagnes, vous avez des pays d'Amérique latine où il y a des grandes montagnes, eh bien, les habitants de ces régions se sont adaptés à ces contraintes et ont fait par exemple des sortes de terrasses sur les pentes pour pouvoir réussir à cultiver, c'est-à-dire pour pouvoir se nourrir. Ça, c'est le premier type d'espace à contrainte. Deuxième type d'espace à contrainte, c'est le climat. Le climat est une contrainte importante. Pourquoi ? Parce que parfois les températures sont élevées, comme par exemple dans des déserts chauds, comme le Sahara. Parfois les températures sont faibles, comme par exemple l'Arctique, l'Antarctique, le Groenland. Toutes ces régions-là, ce sont des contraintes naturelles très fortes. Une autre contrainte liée au climat, c'est par exemple la sécheresse ou le gel, comme notre espace que nous avons étudié ici, les steppes de Mongolie. Ce sont des espaces secs, c'est-à-dire qu'il y a un taux d'humidité très faible, et en plus, il y a le gel qui s'accompagne. Par contre, on n'est pas forcément obligé d'avoir l'un et l'autre. Vous prenez le cas du Sahel ou du Sahara, ces déserts sont des espaces très secs, il n'y a quasiment aucune précipitation, il n'y a quasiment pas de pluie, mais il n'y a pas de gel. Enfin, une des choses qui est aussi liée au climat, une des contraintes qui est aussi liée au climat, ça peut être les faibles précipitations. Parce que du coup, c'est plus compliqué de faire pousser des choses. C'est plus compliqué d'avoir de l'eau aussi. Et j'ai pas besoin de vous rappeler que le corps humain a besoin d'eau. Autant vous pouvez tenir peut-être un mois ou un mois et demi sans manger, c'est compliqué, hein, mais ça peut arriver de tenir un mois sans manger. En revanche, vous ne pouvez pas tenir plus de quelques jours sans boire. Donc c'est une contrainte importante. Troisième type d'espace à contrainte, c'est l'isolement. Vous trouvez sur votre planisphère plusieurs exemples d'archipels ou d'îles qui souffrent de cette contrainte naturelle. Par exemple, les Maldives dans l'océan Indien, les Seychelles également. Plus proche de chez nous, vous avez les îles Canaries ou les Açores. Ce sont des îles qui souffrent de la contrainte naturelle de l'isolement. Ça a donc pour conséquence d'avoir une accessibilité réduite, c'est compliqué d'arriver dans ces espaces. Ça veut dire qu'aussi, il faut parfois faire venir des choses, et on n'a pas 50 possibilités pour les faire venir, on ne peut pas prendre un camion pour faire venir des choses là-bas, mais simplement, on est obligé de les faire venir par bateau ou par avion. Ça fait parfois augmenter les prix. Si vous regardez les prix dans les départements et régions d'outre-mer ou dans les communautés d'outre-mer, si ce sont des îles, ils sont généralement beaucoup plus élevés. Vous prenez le cas par exemple de la Martinique ou de la Guadeloupe, ce sont des endroits où ça coûte beaucoup plus cher qu'en métropole et pourtant ça reste la France. Et une des choses qui est aussi liée à l'isolement, une des contraintes qui est aussi liée à l'isolement souvent, ce sont les risques naturels. Parce que souvent ces archipels, ces îles, se trouvent à des endroits où on va avoir beaucoup de vent, beaucoup de précipitations. Parfois, il va y avoir des volcans aussi.
Ça, c'est un cas que nous allons étudier également, avec le cas de l'île de la Réunion. Ça veut donc dire que ça modifie le mode de vie de ses habitants. Ils sont obligés de s'adapter à ces contraintes. Parfois, ils peuvent transformer leur espace, mais souvent, là, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de s'adapter. Enfin, dernière contrainte, c'est la végétation dense. Nous en avons plusieurs exemples sur notre carte, par exemple le bassin du Congo, ou encore l'Amazonie qui malheureusement devient de moins en moins dense à cause de la déforestation ou à cause d'incendies aussi qui peuvent arriver, comme souvenez-vous l'été dernier. Bien, nous pouvons donc noter en haut de la page 4 la trace écrite suivante. Les hommes ont un impact sur toute la surface de la planète. Mais certains espaces ont une faible densité humaine car ils sont marqués par de fortes contraintes naturelles. Aujourd'hui, on vit dans un monde qu'on dit mondialisé ou globalisé. C'est une notion que nous avons déjà un peu abordée avec les métropoles. C'est une notion que vous verrez plus en détail en quatrième. Mais donc, depuis un certain nombre de siècles, l'homme a un impact sur toute la surface de la planète. Mais il n'a pas forcément pu aller habiter partout. Et parfois, certains endroits, la densité va être très faible. C'est-à-dire qu'il a pu aller s'installer, mais peu de monde y habite. Pourquoi ? Parce qu'il y a de fortes contraintes naturelles. Et ça nous amène à notre exo 2. L'homme, justement, surmonte parfois ces contraintes. Et j'aimerais que vous preniez pour commencer les documents 1 et 2 des pages 182 et 183. Nous allons tout d'abord lire ce qui se trouve en haut de la page 182, le paratexte. L'île de la Réunion est un département et une région d'outre-mer français, Drôme. L'isolement, le climat et le relief y sont très contraignants. Pourtant, les habitants ont su surmonter ces contraintes et parfois les transformer en atouts. Bien, la première des choses que vous allez faire, c'est prendre à la fin de votre polycopier la page des définitions et vous allez noter la définition d'isolement qui se trouve à la page 183. Je vous la lis. L'isolement, c'est l'éloignement géographique qui rend difficile la communication et les échanges avec d'autres sociétés. Maintenant que ceci a été fait, vous allez prendre votre carte qui se trouve à la page 5, où vous aviez déjà dû colorier la Mongolie, et vous allez, à l'aide de la petite carte qui se trouve en haut de la page 182, colorier l'île de la Réunion. Maintenant que ceci a été fait, prenons le document 1. Il s'agit d'une carte de l'île de la Réunion qui met en évidence les contraintes du milieu dans lequel se trouve l'île de la Réunion et dans lequel se trouvent ses habitants. Première catégorie de figurés, les contraintes naturelles et les risques. Première des choses, qu'est-ce qu'un risque ? La définition se trouve à la page 183. Un risque naturel est un danger potentiel, comme par exemple un cyclone, une éruption, un tremblement de terre, un typhon. Le typhon, c'est le nom qu'on donne au cyclone, mais plutôt dans le Pacifique, vers le Japon. Ça peut être également aussi un tsunami, une inondation, qui pourrait affecter une population. Et cette définition, j'aimerais également que vous la notiez dans votre page des définitions. Maintenant que ceci a été fait, regardons ces différents figurés. D'abord, on met en évidence le relief. Vous avez 3 figurés de surface, un vert, un jaune clair et un marron. Le figuré de surface vert, c'est toute la partie ou tous les territoires de l'île qui ont une altitude comprise entre 0 et 1000 mètres. Puisqu'on voit que le relief, on vous dit que l'altitude est exprimée en mètres. C'est pour vous donner l'indication de l'échelle qu'on emploie, l'unité de mesure.
Ensuite, en jaune, ce sont tous les territoires qui sont compris entre 1000 et 2000 mètres. Et enfin, tout ce qui est en marron, c'est ce qui est compris entre 2000 et 3000 mètres. Ensuite, vous avez un figuré ponctuel en forme de triangle rouge qui met en évidence les volcans actifs. En l'occurrence, nous en avons un qui culmine à 2631 mètres. Il s'agit du Piton de la Fournaise. C'est un volcan extrêmement actif. Et enfin, nous avons également un autre type de figuré. Ce sont les figurés linéaires en forme de flèche, ainsi en forme de flèche bleue, ainsi que le figuré linéaire en trétillé violet. Le figuré linéaire en trétillé violet symbolise la limite des pluies et des vents violents qui frappent la côte au vent. La côte au vent, vous la voyez, elle se trouve sur la partie est de l'île, donc à droite. C'est le nom qu'on lui a donné, et vous voyez bien que les figurés linéaires en forme de flèche symbolisent ces vents qui frappent la côte au vent. On vous donne la petite explication, vous avez une astérisque violette, on vous note que la côte au vent, c'est la côte exposée au vent et au courant fort, contrairement à la côte sous le vent qui se trouve à l'ouest de l'île. Vous voyez donc quelles contraintes peuvent être liées à ces différentes choses qui sont mises en évidence par les figurés. Le relief, on voit bien, si on est au bord de la mer, on est à 0 mètre d'altitude. Par contre, ça peut monter très rapidement à 2, voire presque 3000 mètres d'altitude. Donc, le relief est très important. La pente est très importante. Et puis, on a le volcan, qui est un risque naturel important, puisque les éruptions sont destructrices. Et enfin, on a les pluies et les vents, du côté de la côte au vent, qui peuvent créer des inondations, qui peuvent créer des courants marins très forts. Ça veut dire qu'il y a des difficultés pour les bateaux d'accoster. Ça veut dire qu'on va avoir des dangers en cas de baignade. Ça veut dire que ceux qui doivent sortir pour pêcher des poissons auront des difficultés sur cette partie de l'île. Donc ça change fondamentalement le mode de vie des habitants de l'île de la Réunion. Et il y a donc des aménagements humains qui ont été faits pour surmonter ces contraintes. Vous avez un premier figuré ponctuel noir qui montre les principales villes. Je vous laisse essayer d'en voir quelques-unes. Vous avez les plus connues, comme par exemple Saint-Denis. Vous avez Saint-Paul. Vous avez Saint-André, Saint-Benoît, Brapanon. Voilà, toutes ces villes sont des villes importantes. Il y a aussi Saint-Pierre, je ne vais pas toutes les citer, mais malgré ces contraintes naturelles, il y a quand même des villes qui ont été aménagées. Vous avez un figuré linéaire orange qui symbolise les principales routes. Et si on regarde bien, les routes, pour la plupart, font le tour de l'île, et après elles s'aventurent peu à l'intérieur. Il y a un axe routier qui fait le sud-ouest et qui va vers l'est au centre, qui relie Saint-Pierre à Saint-Benoît. Mais sinon, les autres routes, pour la plupart, font simplement le tour. Ça veut dire que si vous vous trouvez à la Possession et que vous voulez aller à Saint-Benoît, vous êtes alors obligé de faire un long détour. Il n'y a pas de route directe, vous êtes obligé de longer la côte. Vous avez aussi un figuré ponctuel bleu qui montre les principaux ports. Vous avez le port et vous avez Sainte-Marie qui sont les deux principaux ports de l'île de la Réunion. Et enfin, vous avez un autre figuré ponctuel en forme de carré noir avec un petit avion blanc dedans qui symbolise les principaux aéroports. Vous en avez un à Pierrefonds. Vous avez un autre qui s'appelle l'aéroport Roland-Garros.
En dessous de ce document, vous avez aussi ce qu'on appelle des petites infographies, c'est-à-dire des infos qui sont liées à des petits dessins. On vous dit par exemple que 40% du territoire de l'île a plus de 1000 mètres d'altitude. On vous dit également que les précipitations annuelles, la moyenne maximale, c'est 11 000 mm. La moyenne de Paris, c'est 637. Alors dites-vous bien que nous, en tant que Marseillais, où il pleut quasiment jamais, déjà on trouve que Paris il pleut beaucoup. Alors imaginez à La Réunion, 11 000 mm, c'est énorme. On vous dit également que le nombre moyen de cyclones tropicaux annuels est au nombre de 9. C'est beaucoup. Et on vous dit également que la distance par rapport à Paris, c'est 9000 km. Bien, ça c'est en ce qui concerne le document 1. Le document 2, aménager l'espace pour surmonter les contraintes, la route du littoral. Vous avez donc une image, on ne va pas la décrire plus que ça, l'analyser plus que ça. On voit une route, on voit la mer, on voit également le relief. À droite, on voit la pente avec de la végétation. Et la légende de l'image dit la chose suivante. Construite au pied de falaises, cette route est protégée côté océan par de lourds rochers artificiels et côté montagne par des filets. Pour prévenir les risques d'éboulis, une nouvelle voie rapide doit être construite sur une digue au-dessus de la mer. Maintenant, à l'aide de ces deux documents, j'aimerais que vous essayiez de relever les différentes contraintes naturelles présentes à La Réunion et comment les habitants les surmontent. Et je vous laisse à peu près 7-8 minutes pour le faire. On voit donc que les contraintes sont multiples. On a d'abord l'isolement. Souvenez-vous, La Réunion, c'est une île. Deuxième contrainte, le climat. On a parfois des forts vents, des fortes pluies. Souvenez-vous, des précipitations qui peuvent aller jusqu'à 11 000 mm par an. On a également le relief. 40% du territoire a plus de 1000 mètres d'altitude. Ça, ce sont les principales contraintes. Comment est-ce que ces habitants s'y adaptent ? Bien, par exemple, on voit dans le document 2, un exemple d'adaptation est la route du littoral qui fait le tour de l'île, protégée des vagues par des rochers artificiels et des éboulis par des filets. À droite, on a les filets qui protègent des petits éboulements de rochers, et à gauche, on a les rochers artificiels qui empêchent que des grandes vagues submergent la route et donc protègent cette construction. On voit donc que les progrès techniques permettent aux hommes de surmonter les contraintes naturelles. Par exemple, souvenez-vous, les Mongols ont des maisons qui se démontent et se remontent vite. Ça, c'est possible grâce aux progrès techniques. D'autres exemples, on pratique l'irrigation dans les déserts. On dessale l'eau de mer, c'est-à-dire qu'on va prendre l'eau de mer et on va enlever le sel qui se trouve à l'intérieur. C'est quelque chose que nous étudierons quand on parlera de la ville de Dubaï dans une de nos prochaines séquences. Mais toutes ces adaptations, elles peuvent avoir parfois un impact négatif sur l'écosystème, et ça c'est une chose sur laquelle nous reviendrons également, particulièrement quand nous parlerons de Dubaï dans une de nos prochaines séquences. On peut déjà voir que certains de ces aménagements ont un impact sur l'écosystème. Prenez la page 188 de votre manuel et tout en bas, vous avez quelques chiffres clés. À gauche, on vous dit que 35% de la surface de la planète est constituée de déserts. Et c'est un phénomène qui est en constante augmentation. Vous allez me dire, c'est pas grave qu'il y ait des déserts. Le problème, c'est que c'est un phénomène qui augmente. Et donc, c'est une chose qui est compliquée parce que ça veut dire que plus on aura de déserts, plus ça sera compliqué pour nous de vivre parce qu'il faudra faire de nouveaux aménagements pour survivre à ces contraintes.
Au milieu, on vous dit que 15% de la population mondiale vit au sein d'espaces montagneux. Une contrainte naturelle que nous avons vue et qui peut être parfois menacée. Et enfin, à droite, on vous dit que 21% des espèces animales ou végétales de France métropolitaine sont éteintes ou menacées. Ça veut dire 1/5 des espèces animales ou végétales de France sont éteintes ou menacées. Pourquoi ? Souvent, on peut mettre, ou quasiment dans la totalité des cas, on peut mettre ça en relation avec l'activité humaine. Un célèbre naturaliste, un scientifique qui avait beaucoup étudié la nature, qui s'appelait Charles Darwin, a écrit une œuvre qui s'appelle L'origine des espèces, qui est parue en 1859. Et dans cet ouvrage, il explique l'évolution des différentes espèces animales ou végétales qui se trouvent sur la planète. Et une chose qu'il disait, c'était qu'une espèce, soit elle s'adapte à son milieu, soit elle va disparaître. Nous, êtres humains, parfois nous faisons des transformations. Mais ces autres espèces animales, souvent, ne peuvent pas faire de transformation de leur milieu. Imaginons, par exemple, un champ dans lequel vivrait une espèce animale qui ne peut pas vivre ailleurs parce qu'elle doit vivre dans ce champ. Maintenant, l'homme arrive et décide de construire un supermarché, il rase tout et il construit un supermarché dans ce champ. Eh bien, l'espèce animale en question n'a pas le choix. Soit elle s'adapte, c'est-à-dire qu'elle va vivre ailleurs, soit elle va disparaître. Et si elle ne peut pas vivre ailleurs, elle disparaîtra. Et c'est ce qui est arrivé à beaucoup d'espèces. 21% des espèces animales ou végétales de France sont soit disparues, soit menacées. Et nous allons terminer notre séquence du jour avec ces chiffres. Demain, nous poursuivrons avec un troisième exercice où nous verrons que parmi ces contraintes naturelles, on peut trouver parfois des atouts et c'est ce que nous étudierons demain. N'oubliez pas, si vous avez une question, s'il y a une chose qui n'a pas été bien comprise par l'un d'entre vous, vous pouvez poser une question en commentaire. N'oubliez pas, c'est pas un souci. Au contraire, je serai très content si vous posez une question et je serai très content de pouvoir y répondre. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon courage et on se voit demain.